Vous êtes-vous déjà senti invisible? Comme si, malgré tous vos efforts, personne ne voulait entendre votre voix, pas même ceux qui étaient censés vous protéger. Car ce que Monsieur Elias a vécu pourrait arriver à chacun d'entre nous, et son histoire est un appel au dépassement que nous ne pouvons ignorer. Il ne s'est pas plié aux puissants, et ne s'est pas laissé réduire au silence par la peur. Dans le sud de la France, dans une petite commune rurale, un homme de 62 ans a décidé de lutter contre une injustice qui menaçait non seulement sa vie, mais aussi l'avenir de tous ceux qui l'entouraient. Et ce qui s'est passé ensuite va vous bouleverser. Avant de poursuivre cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, car de nombreuses personnes la regardent sans s'abonner et ne voudront pas manquer d'autres contenus qui peuvent transformer leur vie, tout comme l'histoire de Monsieur Elias. Monsieur Elias était un homme qui respirait la terre. Il avait 62 ans et avait consacré toute sa vie à l'agriculture dans le Languedoc, dans le sud de la France. Sa propriété, transmise de génération en génération, se trouvait au cœur d'une petite commune rurale, entourée de vignes qui, au moment des vendanges, teignaient les collines de rouge et d'or. Il ne vivait pas dans le luxe, mais il avait ce qu'il chérissait le plus, sa famille. Sa femme, Martine, avec qui il partageait le fardeau de la vie rurale, sa fille, Camille, jeune diplômée en chimie environnementale vivant à Paris, et ses petits-enfants, qui couraient toujours autour de la propriété avec l'énergie de la jeunesse. Pour lui, tout semblait en équilibre. La terre lui fournissait sa subsistance, et sa communauté, qui maintenait encore la tradition des petites fermes, était son refuge. Mais quelque chose était en train de changer, et il ne tarda pas à le remarquer. Tout a commencé avec l'eau. Le puits qui alimentait la famille et de nombreux autres habitants de la communauté a commencé à montrer des signes étranges. L'eau, auparavant limpide, est devenue trouble et avait un goût étrange. Au début, ils ont pensé à un problème temporaire, peut-être un changement de temps ou un résidu de récolte. Mais à mesure que la situation empirait, M. Elias a commencé à enquêter. Il savait que quelque chose n'allait pas, et le malaise qui l'envahissait s'intensifiait de jour en jour. Il savait que le puits alimentait non seulement sa maison, mais aussi de nombreuses autres autour, y compris les vignobles locaux. Lorsqu'il a compris que la contamination n'était pas accidentelle, mais causée par un problème plus grave, la vérité l'a frappé comme un coup de poing. La compagnie d'énergie opérant dans la région forait des puits illégaux pour alimenter une nouvelle usine industrielle et, ce faisant, contaminait l'eau dont les habitants dépendaient tant. C'était une fraude, une négligence qui pouvait détruire non seulement la vie de M. Elias, mais celle de tous ses voisins. Au début, la réaction de M. Elias était la plus prévisible pour quelqu'un de sa trempe. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. S'il y avait une chose en laquelle il avait toujours cru, c'était que la vérité devait être dite, peu importe qui s'y opposait. C'est alors qu'il a commencé à contacter la mairie et les agences environnementales locales. Mais c'était comme crier dans le vide. Chaque fois qu'il demandait un rendez-vous, les responsables l'annulaient, changeaient de sujet ou l'ignoraient tout simplement. C'était comme s'il était une nuisance pour tout le monde, un vieil homme qui ne comprenait pas comment les choses fonctionnent. Mais M. Elias n'a pas abandonné. Il savait que sans action, la contamination ne ferait que se propager et que sa famille et toute la communauté seraient prises en otage par une industrie qui se fichait des dégâts qu'elle causait. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il y avait quelque chose de plus derrière l'inaction des autorités. Il n'était pas seulement ignoré, il était réduit au silence. La situation devint encore plus tendue lorsque les premiers signes de représailles apparurent. Les animaux de sa propriété, toujours en bonne santé, commencèrent à mourir mystérieusement. Ces chèvres, dont il connaissait le nom, commencèrent à donner naissance à des petits morts vivants. Les coqs et les poules, qui jusque-là chantaient et grattaient la cour avec énergie, se turent, leurs plumes tombant à un rythme alarmant. Elias essaya de comprendre ce qui se passait, mais ne trouva aucune explication. Il commença à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une contamination de l'eau, mais de quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui impliquait bien plus qu'une simple défaillance environnementale.
Il ressentait le poids des menaces, déguisées en incidents banals. Il n'était plus seul. Son combat préoccupait des personnes très puissantes. Ce jour-là, alors que Monsieur Elias se promenait sur sa propriété, le cœur lourd après la perte d'un nouvel animal, il sentit que quelque chose allait se produire. À l'expression tendue de ses voisins, il devinait que la pression sur chacun s'intensifiait. Un silence régnait dans les rues, une ombre planait sur le petit quartier. Il voyait ses amis de longue date, ceux avec qui il avait partagé des histoires et travaillé dur, éviter son regard. Une peur flottait dans l'air, une peur dont il commençait à prendre conscience qu'elle était réelle, une pression invisible qui forçait les gens à se taire. Les autorités n'étaient pas les seules à se rendre complices d'un crime environnemental. Tout autour de M. Elias, les gens étaient menacés de manière subtile, mais dévastatrice. Plus personne n'osait s'exprimer. C'est dans ce climat de tension et de silence que Camille, la fille de ce Elias, est rentrée chez ses parents. Diplômée en chimie environnementale en ville, elle travaillait dans une entreprise de recherche. Mais lorsqu'elle a pris conscience de la situation dans sa communauté, elle a décidé de rentrer. Son arrivée a été comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. Camille, à 30 ans, était à bien des égards l'opposé de ce Elias. Elle était pragmatique, méticuleuse et logique, tandis que son père était plus intuitif, guidé par la foi et l'expérience de la vie. Ensemble, ils formaient un duo invincible. Elle, avec ses connaissances techniques, et lui, avec son courage et sa détermination. Camille savait que, sans fondement scientifique solide, son père ne pourrait pas prouver ce qui se passait. Elle lui a donc proposé de l'aider à enquêter en profondeur, à découvrir comment l'eau était contaminée et à comprendre l'ampleur de la corruption. Au cours des jours suivants, Camille et M. Elias entamèrent une enquête silencieuse. Ils prélevèrent des échantillons d'eau du puits et du sol de la propriété, soigneusement dissimulés afin que personne ne se doute de rien. Camille savait exactement ce qu'elle cherchait. Elle utilisa les connaissances acquises lors de sa formation pour analyser l'eau en laboratoire, analysant les éléments qui y étaient présents. Et à chaque nouveau test, la vérité révélée était plus choquante encore. L'eau était contaminée par des métaux lourds, des produits chimiques industriels que l'entreprise énergétique non seulement ignorait, mais probablement déversait là volontairement. Camille fit également une découverte encore plus effrayante. Les puits illégaux n'étaient pas une défaillance isolée, mais un réseau complet de forages, effectué sans aucune surveillance. Il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'une négligence. Il s'agissait d'une action délibérée visant à alimenter la nouvelle usine industrielle de l'entreprise, sans se soucier des risques pour la santé de la population locale. Avec le poids de la vérité entre ses mains, Elias savait qu'il fallait agir. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Sa terre était détruite, sa famille menacée, et il ne pouvait pas garder le silence. Mais le combat était dangereux, et les menaces contre lui et sa famille ne faisaient que s'intensifier. Certains voisins, ceux qui s'étaient rapprochés de la vérité, commençaient à reculer, craignant pour leur vie. La peur des représailles se propageait plus vite que la contamination elle-même. Mais Elias ne pouvait reculer. Il avait une responsabilité non seulement envers sa famille, mais aussi envers l'histoire de sa terre, envers l'héritage transmis de génération en génération. Et plus encore, il savait que son combat était aussi celui de tous les habitants de la communauté. S'il cédait maintenant, ils seraient tous perdus. Le plan de M. Elias et Camille était clair mais risqué. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas affronter seuls la puissante compagnie énergétique opérant dans la région. La pression sur la communauté s'intensifiait, et ils savaient que si la vérité était révélée de manière inadéquate, tout pourrait être étouffé, comme toujours avec les plus jeunes. C'est alors qu'ils commencèrent à nouer des alliances discrètes avec des voisins encore prêts à se battre. Des personnes comme M. Bernard, un vieux fermier qui habitait 2 propriétés plus loin, et Claire, une jeune mère qui avait perdu 2 enfants de maladies inexpliquées, également liées à la contamination. Ensemble, ils commencèrent à recueillir davantage de preuves, au-delà des échantillons.
Il savait qu'il leur fallait des preuves concrètes, incontournables. Camille contacta d'anciens amis d'université et ensemble, ils parvinrent à rassembler un petit réseau de soutien. Des scientifiques, des écologistes et même des journalistes locaux qui, anonymement, commençaient à s'intéresser à l'affaire. Mais plus ils s'approchaient de la vérité, plus leur démarche devenait dangereuse. Cette nuit-là, alors que le ciel était sombre et que la lune se cachait derrière les nuages, Monsieur Elias et Camille étaient dans le salon de leur ancienne maison, discutant à voix basse. La tension était palpable. Ils avaient reçu une lettre anonyme qui ressemblait davantage à une menace déguisée en avertissement. La lettre disait « Abandonne, ou tu seras la prochaine ». Monsieur Elias regarda sa fille et hésita un instant. Il savait qu'il ne pouvait pas mettre sa famille en danger, mais l'enjeu était plus grand que la sécurité de leur maison. Ils étaient sur le point de révéler quelque chose qui pourrait ébranler la structure même de la région. La corruption y était plus profonde qu'ils ne l'avaient imaginé. Ce n'était plus un simple problème de santé publique. C'était une question de survie, pas seulement pour sa famille, mais pour tous ceux qui croyaient encore en un avenir juste. Au fil du temps, la pression s'intensifia, mais ceux Elias et Camille étaient plus déterminés que jamais. Chaque nouvelle menace ne faisait que renforcer leur désir de se battre pour la justice. La nuit de la lettre anonyme marqua un tournant. C'était comme si une limite avait été franchie, et désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ils savaient que pour révéler la vérité, il fallait agir vite. Par une froide matinée d'hiver, Camille reçut enfin les résultats des échantillons prélevés. Les preuves étaient claires. La contamination de l'eau provenait directement des forages illégaux de l'entreprise et l'empoisonnement des sols n'était pas accidentel. La situation était plus grave qu'on ne l'avait imaginé et les responsables avaient agi délibérément pour protéger leurs propres intérêts. La terre chère à ceux Elias était empoisonnée non seulement par la contamination mais aussi par la cupidité débridée des puissants. Puis, un retournement de situation inattendu se produisit. Alors que M. Elias et Camille participaient à une réunion secrète avec un petit groupe d'alliés, un de leurs voisins, Jean, fit irruption, l'air tendu et inquiet. Il avait découvert une chose alarmante. Un homme politique local était directement impliqué dans le complot. Quelqu'un de suffisamment puissant pour bloquer toute tentative d'enquête. Cet homme politique, qui s'était montré pendant des années un défenseur des causes rurales, était en réalité payé par la compagnie d'énergie pour veiller à ce que rien ne soit découvert. Monsieur Elias sentit un frisson lui parcourir le dos. L'étau se resserrait de tous côtés, mais il tenait désormais ce qu'il lui fallait, une preuve concrète que la corruption n'était pas seulement une erreur locale, mais qu'elle atteignait les plus hautes sphères politiques. Et c'est à cet instant qu'il eut une lucidité désespérée. Il devait dénoncer l'affaire aux médias, quel qu'en soit le prix. Ils étaient seuls, mais ils avaient désormais les armes pour se battre. La vérité en main, M. Elias et Camille commencèrent à se préparer à l'affrontement final. Ils savaient qu'ils ne pourraient y arriver seuls. Ils avaient besoin de la force de la communauté, de la force de la vérité, mais aussi de courage. C'est alors qu'ils décidèrent de s'adresser aux médias. La première personne à laquelle ils firent confiance fut un journaliste d'investigation nommé Pierre, connu pour son travail courageux de dénonciation de la corruption dans les petites villes. Pierre écouta attentivement, rassembla les preuves et promit d'agir. Mais les menaces s'intensifièrent. Un soir, alors que Camille était seule chez elle, une pierre fut jetée à travers la fenêtre du salon. Le message était clair. « Arrête ça, ou ce sera ta dernière erreur. » La jeune femme fut instantanément prise de panique, mais quelque chose en elle la retenait. Elle savait qu'ils ne pouvaient pas abandonner, pas maintenant. Leur combat était loin d'être terminé, mais il devenait de plus en plus difficile à chaque pas. Monsieur Elias était plus déterminé que jamais, et à ses côtés, Camille ne s'était jamais sentie aussi forte, même face à tant de dangers. Le jour où Pierre est finalement arrivé pour livrer l'histoire aux médias a tout changé. L'histoire avait été publiée dans un petit magazine régional, mais elle s'est rapidement répandue,
Lorsque les premières réactions ont commencé à se faire sentir, M. Elias et Camille étaient chez eux, attendant avec anxiété les répercussions. La pression d'années de silence et de lutte contre des géants qui semblaient invincibles portait désormais ses fruits. Les autorités n'avaient d'autre choix que d'agir. Bientôt, une enquête a été ouverte et les politiciens impliqués ont commencé à être inquiétés. Mais le plus choquant a été le soutien inattendu qu'ils ont reçu de la communauté. Ceux qui s'étaient tus, craignant des représailles, les ont rejoints. Des agriculteurs et des ouvriers de la région se sont également adressés aux médias, révélant les dégâts causés par l'industrie. Le combat de M. Elias et Camille avait réveillé quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il était désormais impossible d'ignorer. L'impact fut immédiat. À mesure que l'enquête avançait, la pression sur les personnes impliquées s'accrut. La communauté de ceux Elias, jusque-là réduite au silence par la peur, était désormais unie pour une cause plus noble. Voir ses propres voisins, longtemps hésitants, se mobiliser pour soutenir le combat était profondément transformateur. Les agriculteurs, qui craignaient auparavant de perdre leurs terres, voyaient désormais une chance de récupérer ce qui leur avait été confisqué. L'affaire fut largement médiatisée et le scandale se répandit au-delà des limites de la petite ville. Les gens commencèrent à s'exprimer, réclamant justice, et l'entreprise énergétique, qui semblait jusque-là invincible, se retrouva avec une corde autour du cou. Les autorités commencèrent à prendre des mesures concrètes et la pression politique sur les personnes impliquées s'intensifia. Mais malgré tout cela, ceux Elias savaient que la véritable victoire résidait ailleurs. Sa communauté avait trouvé la force de s'unir. La terre, les gens, le combat, tout s'était entrelacé pour former un tout bien plus vaste qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Cependant, tout ne fut pas simple. L'enquête, si elle révéla la vérité, révéla également d'autres scandales et de nouvelles alliances douteuses entre politiciens et hommes d'affaires. Nombre des personnes impliquées, ne pouvant plus cacher la vérité, tentèrent de manipuler la situation. Dans une ultime tentative pour discréditer M. Elias, un avocat de l'entreprise le contacta, lui proposant de l'argent et une solution à l'amiable pour tout régler. M. Elias, cependant, avait déjà pris sa décision. Il savait que le combat ne consistait pas seulement à révéler la vérité, mais à s'assurer que personne d'autre ne soit victime de la cupidité de quelques-uns. Il refusa l'offre et, ce faisant, renforça encore davantage ce qu'il représentait, la résistance. Pour lui, ce combat n'était plus seulement une question de justice, mais une mission. Une mission pour protéger la terre, sa famille et la communauté qu'il aimait. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon. La pression sur la compagnie d'énergie et les élus locaux ne s'est pas relâchée, et un vaste mouvement a finalement commencé à révoquer les permis environnementaux de l'usine. Le pouvoir des médias, combiné à la mobilisation de la communauté, a suscité une vague de soutien inattendu. Des manifestants ont commencé à se rassembler sur les places des villes voisines pour réclamer justice, et le cas de ceux Elias est devenu un symbole de résistance. Pour lui, voir la mobilisation populaire, voir ces personnes qui s'étaient auparavant réfugiées derrière la peur, affronter désormais les puissants, était la véritable récompense. Son combat n'avait pas été vain. Il avait le sentiment que sa voix avait enfin été entendue, qu'il n'était plus le vieux paysan insignifiant d'un village lointain. Il était devenu la voix de tous ceux qui avaient été réduits au silence. Et même si le processus était encore long et compliqué, ceux Elias savaient que l'essentiel avait déjà été accompli. La flamme du combat pour la justice ne s'éteindrait plus jamais. Cependant, l'histoire ne se termina pas comme il l'avait imaginé. Alors que tout semblait s'aplanir, un dernier coup dur le frappa. Un matin, alors qu'il se trouvait sur la propriété avec Camille, une voiture inconnue s'arrêta à l'entrée. Le conducteur en sortit, et avec elle, une nouvelle inattendue. La compagnie d'énergie, sous la pression politique, avait décidé de fermer la centrale et d'assumer la responsabilité des dégâts causés. Pour M. Elias, ce fut une victoire amère. Il savait que ce n'était pas une victoire totale.
que le combat n'était pas encore terminé. Mais, en contemplant sa terre, désormais en sécurité, il sentit un poids s'alléger. L'eau du puits était encore contaminée, le sol encore endommagé, mais il savait qu'il avait planté une graine qui, avec le temps, germerait. Son combat ne serait pas oublié. L'héritage de courage, de résilience et de vérité de M. Elias était destiné à tous ceux qui avaient besoin de se rappeler que, quelle que soit la grandeur de l'ennemi, la vérité finira toujours par trouver son chemin. Ce qui s'est passé après la victoire de M. Elias a été transformateur non seulement pour lui, mais pour toute sa communauté. Le terrain, auparavant contaminé, commençait lentement à se reconstituer. Les autorités environnementales sont arrivées pour surveiller la zone. Et la compagnie d'énergie a été contrainte de payer une partie des dommages causés. Cependant, M. Elias savait que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans les résultats juridiques ou financiers. La véritable victoire résidait dans la renaissance de sa communauté, dans le regard que les gens portaient désormais sur les autres, avec un regard différent, plus attentif à ce qui se passait autour d'eux. Ils avaient été réduits au silence, mais ils savaient désormais qu'ensemble, unis par la vérité, ils étaient plus forts que toute puissance extérieure. M. Elias, le cœur plus léger, sentait que, même après tant d'épreuves, son combat avait du sens. Camille, quant à elle, décida de rester sur la propriété, contribuant à la restauration des dommages environnementaux et se consacrant à un nouveau projet, créer une fondation pour la préservation de l'environnement et soutenir les communautés rurales confrontées à des situations similaires. Le lien entre le père et la fille, renforcé au cours de ce voyage, se renforça encore davantage. Malgré les défis toujours importants, le sentiment d'avoir bien agi demeurait présent. Le courage de ce Elias, qui ne céda jamais aux menaces et à l'oppression, fut la flamme qui éclaira le chemin pour les autres. Son héritage était désormais gravé, non seulement dans le sol de sa terre, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui croyaient que la vérité, aussi cachée soit-elle, finit toujours par émerger. Il n'a pas seulement défendu sa terre, mais il a donné voix à un combat silencieux et transformateur qui allait se répercuter pendant des générations. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.